Je remplace effectivement Dr Benour pour cette présentation. Alors, l'association syndrome coronarien aigu cancer donc, a vu son incidence croître pendant ces dernières années. Malheureusement, il y a très peu de données sur cette association, d'autant plus que ces patients cancéreux sont souvent exclus des grandes études. Et le gros challenge, ça sera leur prise en charge thérapeutique. Alors effectivement, les patients cancéreux ont un surrisque de maladie coronaire. D'une part, il y a le côté pro-inflammatoire, pro-thrombotique du cancer lui-même, mais il y a aussi certainement une toxicité avec certaines molécules. Et le mécanisme par lequel on peut avoir ce syndrome coronarien aigu, c'est des mécanismes multiples. C'est soit une rupture de plaque, soit des vasospasmes coronaires, des dysfonctions microcirculatoires. Des fois, c'est des compressions extrinsèques tumorales, des dissections coronaires spontanées ou bien un déséquilibre d'apport oxygène, demande et apport oxygène secondaire éventuellement à l'hypovolémie, secondaire à l'anémie aussi. Alors, plusieurs molécules peuvent donner ce type de toxicité. Il y a bien sûr les traitements hormonaux, les inhibiteurs de tyrosine kinase comme le nilotinib, le ponatinib, les fluoropyrimidines, le 5-fluorouracil, les inhibiteurs du VEGF, les agents alkylants comme les sels de platine. Et parfois, la même molécule peut donner ce syndrome coronarien par des mécanismes différents associés. Alors, du point de vue diagnostic, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au diagnostic chez les patients non cancéreux. Donc, on se base sur les symptômes, sur l'électrocardiogramme, sur les troponines ultrasensibles dans les non-stémies. Mais du point de vue présentation clinique, on a des fois des tableaux un peu atypiques qui sont dominés au premier plan par les manifestations du cancer. Et l'échographie sera utile surtout pour éliminer certains diagnostics différentiels, en particulier les péricardites. Alors, la prise en charge, donc le gros challenge, cette prise en charge thérapeutique de ces patients cancéreux avec syndrome coronarien aigu, qui doit tenir compte de la fragilité, du risque hémorragique élevé, de la thrombocytopénie souvent observée, du risque thrombotique aussi élevé et de la possibilité, même de la nécessité urgente des fois, de faire une chirurgie extracardiaque. Donc, ce traitement anticancéreux, s'il induit cette toxicité avec un syndrome coronarien aigu, certainement, il faut l'arrêter à ce moment-là avec une approche multidisciplinaire pour décider de la poursuite d'un autre traitement éventuellement non toxique. Alors, la stratégie invasive, est-ce qu'on fait de la stratégie invasive? Ça va dépendre du pronostic du patient. Et là, 2 points importants. D'abord, l'espérance de vie. Si elle est supérieure à 6 mois, alors on est en droit de faire une stratégie invasive en classe 1, chez les patients, bien sûr, qui ont un STEMI ou qui ont un non-STEMI à haut risque. Par contre, si l'espérance de vie est inférieure à 6 mois, associé ou non à un très haut risque hémorragique, et bien là, on opte plus vers une stratégie conservatrice. Quand il y a un stenting indiqué, on va préférer les stents de dernière génération. Alors, l'angioplastie au ballon, c'est vraiment réservé à très peu de patients. Ce sont ceux qui vont avoir une thrombocytopénie sévère ou bien s'il y a une chirurgie très urgente à faire. Et vu le risque hémorragique pour certains cancéreux, en particulier ceux qui ont un problème gastro-intestinal, eh bien, on associe éventuellement une période très courte de DAPT. On préfère l'aspirine et le clopidogrel. Effectivement, le tachygrelor et le prasugrel, ce sont 2 molécules à éviter vu leur haut risque hémorragique. Sinon, il faut tenir absolument compte du taux de plaquettes pour décider de la molécule anti-agrégante. Alors, premier cas, une patiente de 74 ans, hypertendue dyslipémique, qui se présente pour des douleurs angineuses typiques. Elle était fébrile, avec un tableau d'insuffisance cardiaque gauche, l'électrocardiogramme objectivé une lésion sous-endocardique en antérieur, avec un sus-décalage en AVR. Sur le plan biologique, on est frappé par une anémie grave à 6,2 grammes par décilitre, des troupeaux franchement élevés et un syndrome inflammatoire avec une CRP élevée. L'échographie confirme des séquelles akinétiques en entéroseptale, une fraction d'éjection basse à 35% et des pressions de remplissage élevées. Donc on est devant un non-stémie à haut risque, à très haut risque ischémique et à haut risque hémorragique.
Alors, il est monitoré en unité de soins intensifs. On a bien sûr entamé le traitement anti-ischémique et antithrombotique avec un traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque. On a opté au début, devant l'anémie, l'infection, vers une stratégie conservatrice. Et puis après, une fois on l'a retapé un peu, on a fait nos explorations digestives, on tombe sur un adénocarcinome colique. À ce stade, elle n'avait pas de métastase et sa coronarographie a objectivé donc des lésions coronaires sévères. On est donc confronté à une atteinte coronaire sévère avec donc la possibilité de faire une chirurgie ou plutôt une angioplastie. Quelle est la durée éventuellement du DAPT si on fait donc une stratégie de dilatation et qu'en est-il du traitement carcinologique? Donc plusieurs questions posées chez cette patiente. Alors d'abord, si on se réfère à nos recommandations, elle a, d'après les oncologues, une espérance de vie de plus de 6 mois, donc on peut aller vers la stratégie invasive chez elle. C'est ce qu'on a fait et surtout on était poussé par des récidives angинeuses sous traitement optimal. Donc on est allé vers la dilatation, elle a été dilatée sur l'IVA, elle a été dilatée sur la coronaire droite, un short DAPT de 1 mois. Bien sûr, traitement d'insuffisance cardiaque approprié et il est adressé au chirurgien pour prendre en charge ce cancer. Malheureusement, elle a traîné parce qu'ils ont repris plusieurs explorations, tout ça, et il était au stade de métastase hépatique. Le deuxième cas, c'est un patient de 56 ans, un tabagique actif qui était admis pour des douleurs angineuses typiques. C'est un patient connu avoir un carcinome épidermoïde du poumon au stade métastatique. Il a reçu du carboplatine et de gemcitabine quelques jours avant. Donc là, il se présente, donc il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque, des troponines élevées, et son électrocardiogramme objective une lésion sous-épicardique en latéral avec une lésion sous endon en antéroceptal. Et voici sa coronarographie. La première ne marche pas à gauche. Vous pouvez la faire marcher là-bas ? Parce que c'est un aspect coronarographique un peu particulier. Voilà. Donc, on était devant comme vous voyez ici, au niveau de la circonflexe, on avait 3 marginales, effectivement, 3 marginales occluses, et là, on avait un aspect un peu particulier de la circonflexe, un peu figé de l'artère, et les tentatives de passage de guide ont échoué. Son échographie objective, cet aspect donc de masse tumorale qui comprime la paroi antérolatérale, qui comprime la paroi inférolatérale. Donc là, on voit bien que le mécanisme chez ce patient est double. C'est un mécanisme dû au sel de platine qui entraîne effectivement une instabilité coronaire, mais il y a aussi une compression tumorale extrinsèque qui repousse sur ces 3 marginales. Alors certainement, le traitement anticancéreux a été interrompu, c'est une classe 1 puisqu'il a induit ce problème-là. Et ce patient a été adressé donc de nouveau au pneumologue. Là, c'est vraiment l'impasse thérapeutique. Il discutait uniquement la radiothérapie et donc un pronostic très fâcheux pour ce patient-là. Alors j'ai choisi de conclure en vous référant à ce beau papier qui a traité 6,5 millions de patients admis pour infarctus du myocarde. Ils ont trouvé que 2,8% de ces patients avaient un cancer. Et là, vous voyez bien que cette sous-population a très haut risque de mortalité, d'événements cardiaques majeurs et d'hémorragie. Ce sont des patients qui sont souvent beaucoup moins traités de façon invasive, donc on fait beaucoup moins de courroux chez eux, beaucoup moins de pontage et d'angioplastie. Et surtout, ce qui ressort de ce papier, c'est vraiment ce qu'on a trouvé, nous, c'est que le cancer du poumon s'associe à la plus lourde mortalité, plus lourd événement cardiaque majeur. Et puis, concernant le cancer du côlon, c'est le plus haut risque hémorragique parmi tous les cancers. Je vous remercie.